sujet qui m'a été demandé de traiter s'intitule les lésions prénéoplasiques de l'œsophage. Je vais passer très rapidement sur ce qui a été dit. Je ne vais pas insister là-dessus pour dire que le cancer de l'œsophage, c'est deux types de cancers, le cancer épidermoïde, carcinoïde, et le cancer épidermoïde et l'adénocarcinome. Et le cancer épidermoïde, on connaît les facteurs de risque. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tabac, alcool, chic de teckel, ça, on trouve ça dans les pays d'Asie. Le reflux gastro-œsophagien, sur lequel je vais plutôt axer mon propos. Il y a certaines pathologies comme la détylose, qui est une maladie héréditaire qui donne une hypertrophie des tissus palmaires et plantaires et qui donne une véritable papillomatose. Toutes les autres causes, en fait, c'est une irritation chronique de la muqueuse qui va être à l'origine des lésions sur lesquelles on va peut-être revenir et qui est à l'origine du cancer de l'œsophage. Tabac, alcool, ça on le sait très bien. On voit très bien ici comment cette courbe se détache du fumeur et du non-fumeur. Là aussi, je ne vais pas insister là-dessus. Obésité, ça a été dit aussi par plusieurs collègues qui m'ont précédé ici pour dire que cancer de l'œsophage et l'obésité l'obésité est un véritable facteur de risque. Alors, je vais peut-être insister sur le premier élément qui est l'œsophagite caustique. L'œsophagite caustique, c'est une pathologie qu'on voit. L'œsophagite caustique, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment ici dans nos contrées. On sait très bien qu'une des complications majeures reste la sténose de l'œsophage avec une dyskinésie tout à fait importante. Et on sait très bien que les sténoses œsophagiennes ont un risque de cancérisation tout à fait important. Et donc, ça peut aller jusqu'à 15-20 ans et même voire 40 ans après l'incident majeur. Et donc, ces patients doivent être surveillés. Et les recommandations, c'est de dire que ces patients doivent être surveillés annuellement pendant 15 à 20 ans. Et puis après, on peut passer pendant 1 à 3 ans pour détecter les lésions et utiliser la coloration pour détecter les lésions primaires type acide acétique et lugol et réséquer ces lésions. Et dans l'œsophage court-circuité, les résultats des études sont tout à fait contradictoires. Il y en a qui ont rapporté beaucoup de cancers sur ces œsophages et d'autres ont dit que le risque de cancérisation était tout à fait nul. Le papillome, on en a parlé tout à l'heure, on dit que ça reste une tumeur tout à fait bénigne. Nous, on voit ça comme véritable incidiotalome. Quand on fait des endoscopies, on voit ces petites tumeurs blanchâtres, ces cils hyperchontosiques et hyperkératosiques, qui ont en général une potentialité bénigne. Mais cependant, il y a des études qui ont rapporté une potentialisation maligne, particulièrement dans les papillomes géants ou alors dans la papillomatose. Et là-dessus, il n'y a pas de véritable consensus de prise en charge et donc pas de véritable consensus sur la surveillance de ces lésions. Alors, j'arrive au sujet le plus important qui est le reflux gastro-œsophagien. On sait très bien que c'est comme la cascade de Correa. Le reflux gastro-œsophagien va induire toute une lésion d'œsophagite et qui va aboutir à l'œsophage de Barrett et qui peut dégénérer en low grade ou en high grade avant le stade d'invasion cancéreuse. Mais là aussi, il y a probablement des facteurs exogènes qui rentrent en ligne de compte pour arriver au cancer. Mais quand vous faites la mucosectomie, le diagnostic est remis en question dans quasi la moitié des cas. Donc ça montre jusqu'à quel point vraiment l'anatomopathologiste s'est mis à rude épreuve dans cette pathologie. Et une fois que vous avez fait tout ça, il faut connaître, pour bien faire le diagnostic et voir les facteurs de risque, il faut prendre tout son temps. Il faut mettre ces patients-là dans des programmes tout à fait dédiés. Ne faites pas 10 à 15 minutes d'examen et puis vous faites le protocole. Je pense qu'il faut le faire de préférence sous anesthésie générale, bien regarder les lésions, faire votre chromo et détecter, biopsier pour pouvoir faire un bon protocole. Alors pourquoi on fait tout ça? C'est pour éviter en fait la morbimortalité de l'œsophagectomie qui, on sait, est tout à fait élevée, 3% de mortalité dans des équipes bien entraînées. Et quels sont les moyens dont on dispose pour pouvoir traiter ces patients? On a soit l'ablation, soit la résection, ou alors on peut associer les deux. L'ablation, c'est la radiofréquence. La photocoagulation et la résection, c'est par mucosectomie ou bien par dissection sous-muqueuse. L'avantage et les inconvénients de l'une ou de l'autre méthode, moi je pense qu'il faut d'abord se poser la question de savoir quelles sont les techniques qu'on maîtrise, quelles sont les techniques disponibles sur place et quelles sont les complications liées à chaque technique. On verra tout à l'heure les avantages et les inconvénients de l'une ou de l'autre. Et avant d'attaquer une lésion, il faut d'abord la classer. Et la classification de Paris est tout à fait importante parce qu'elle va vous donner le risque d'invasion ganglionnaire,
Ici, par exemple, si vous avez un polype tout à fait sessile, vous savez très bien que vous avez un faible risque d'invasion ganglionnaire, alors que la tumeur, le polype tout à fait déprimé va avoir un risque d'invasion ganglionnaire tout à fait élevé. Ici, quelques exemples de polypes. Vous avez un polype ici déprimé, donc c'est un 2C. Vous savez très bien que ce stade a un risque d'invasion ganglionnaire tout à fait élevé. Alors la mycosectomie, il faut connaître la technique, hein, il faut avoir les moyens. Et les moyens, c'est essentiellement l'anse à polypectomie, mais il faut avoir un lifting assez important pour pouvoir réséquer un polype comme ça. Et vous avez les strictes biopsies, mais ça on l'utilise de moins en moins. Vous avez la cape Ginoé, ou alors les élastiques, ça c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment, mais aussi le site Duet de chez Olympus, qui permet de réséquer en monobloc la lésion. Alors la mycosectomie a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus accessible que l'ESD. Et vous avez cette lésion ici, par exemple, qui en réalité est un adénocarcinome classé PT1A. Et la technique est sûre dans des mains tout à fait entraînées. La seule réserve, c'est que vous n'avez pas des anomalies en profondeur par rapport à cette méthode. Et donc, c'est l'anatome pathologique qui va vous donner la réponse. Et il faut à tout prix faire du monobloc pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir lorsque vous faites des pistes-milles. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de marge, surtout latérale et en profondeur. Donc, il faut s'arranger pour faire du monobloc. Donc, vous savez très bien que si vous n'avez pas des marges tout à fait saines, vous avez un risque de récidive qui est tout à fait élevé. Donc, ne vous lancez pas dans des résections tout à fait compliquées si vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Et vous savez très bien que si vous réséquez la lésion, vous n'avez pas une idée de ce qui se passe en profondeur. Et à partir des SM, on sait très bien que l'invasion ganglionnaire est tout à fait élevée. Vous voyez ici, par exemple, SM1, SM2, SM3, vous avez près de 36% de risque de récidive et d'invasion ganglionnaire. Ici, par exemple, si vous voyez en lumière blanche une petite tache ici, mais la lésion reste tout à fait surélevée, mais en réalité, c'est un adénocarcinome donc, que vous voyez là, en NMI, et qui, après résection par ESD, s'est avéré être un adénocarcinome. Et l'ESD, tout le monde en parle, mais il y a très peu de gens qui en font, parce que ça nécessite vraiment un apprentissage tout à fait lent. Compte tenu de la difficulté du matériel et du coût, vous comprendrez avec moi que ce n'est pas dans les mains de tout le monde que cette technique-là est effectuée. Et ça, cette dia, finalement, va vous montrer que plus on est invasif, plus le coût est tout à fait important. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas à la portée de tous les centres de disposer d'un certain nombre de techniques. Parfois, le facteur limitant reste le coût du matériel. Vous voyez que, par exemple, l'ESD, ça peut monter très vite. La radiofréquence, là aussi, le coût est un facteur tout à fait prohibitif, mais les résultats sont tout à fait intéressants. Ça permet de détruire la muqueuse de Barrett. Ici, par exemple, c'est un papier tout à fait célèbre de 2009 qui montre vraiment l'efficacité, que ce soit sur la métaplasie, sur la dysplasie bas grade ou sur la dysplasie haut grade. Et donc, cette technique a pris sa place dans la prise en charge du Barrett. Et cette technique peut être associée aux autres techniques avec des complications moindres pour certains. Alors, les performances de la radiofréquence, c'est quoi? C'est qu'il y a une efficacité tout à fait élevée, de l'ordre de 80-90%. Et les indications, c'est surtout l'œsophage de Barrett, finalement, quand on a réséqué la dysplasie au grade, et les zones résiduelles peuvent être traitées par radiofréquence. Ou alors, dans la dysplasie au grade plane, et là, la radiofréquence a sa place. Alors, la discussion, c'est surtout quand on a un EBO avec une dysplasie bas grade, là, c'est tout à fait discutable, mais je pense que les dernières recommandations disent qu'on peut encore traiter la dysplasie bas grade par radiofréquence. Les complications, c'est surtout les sténoses. Donc, il faut prévenir les patients, les hémorragies, les perforations, mais ça reste tout à fait faible. Mais évidemment, ces chiffres dépendent de l'expertise de ceux qui ont publié ces papiers, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui peut faire cette technique. Et donc, la radiofréquence, c'est après résection endoscopique d'anomalie contenant un degré de dysplasie de haut grade, l'éradication peut se faire par radiofréquence simple. Donc, en définitive, les petites tumeurs de moins de 15 mm peuvent être traitées par la mycosectomie, facilement en monobloc.
Mais au-delà de 15 mm, ça devient un peu difficile. Il faut plutôt faire de l'ESD. Dans le barrette court, avec une dysplasie au grade, c'est plutôt la ligature ou la mucosectomie ou la radiofréquence. Dans le barrette lent, avec dysplasie au grade, c'est plutôt la CAP ou alors l'ESC ou la radiofréquence. Et donc, tout ça, ça reste tout à fait des recommandations, mais chacun connaît ses limites et sait quelle technique il maîtrise et ce qu'il peut utiliser. Alors, finalement, tous les patients que j'ai évoqués doivent être dirigés dans un centre expert. Et qu'est-ce qu'on entend par centre expert? C'est le centre qui a plus de 10 nouveaux patients par an qui sont traités avec une prise en charge des dysplasies au grade. C'est le centre qui a un endoscopique et un pathologiste, finalement, qui est habitué à ces types de lésions et qui a un minimum de 30 cas en surveillance. Et donc, que faire en cas de dysplasie de bas grade? Quand vous avez une dysplasie de bas grade, en l'absence d'œsophagite, évidemment, adressez-le dans le centre expert qui a les critères que je viens de citer. Et ce centre va répéter l'endoscopie à 6 mois. Si la dysplasie bas grade est confirmée, c'est l'ablation par radiofréquence. Par contre, si la dysplasie n'est pas confirmée, et là s'installe toute une série de surveillances pendant 1 an, puis tous les 3 à 5 ans. Vous voyez que l'attitude peut changer. Donc, en fonction, on peut encore prendre des carcinomes, des cancers in situ, un T1A, un T1B, qui peut être l'objet de chirurgie. En cas d'adénocarcinome, là aussi, on s'adresse à des lésions superficielles. La résection endoscopique ou l'ESD peut être utilisée dans ce cas. Alors, en conclusion, le cancer de l'œsophage a une origine multifactorielle, comme on l'avait vu. Il y a 2 types histologiques essentiellement, c'est l'épidermoïde le plus souvent, mais l'adénocarcinome. Les lésions prénéoplasiques identifiées dans certains cas susceptibles d'être surveillées et traitées afin d'éviter la lourde morbimortalité du cancer avéré. L'œsophage de Barrett est une de ces lésions qui a fait l'objet de nombreux travaux et recommandations. Et ces recommandations sont des recommandations internationales qui offrent plusieurs stratégies en réalité, mais parfois difficiles à appliquer dans certains centres et particulièrement dans nos contrées. Et le Barrett a un aspect endoscopique tout à fait évocateur, donc il faut de la métaplasie et l'histologie. Le risque d'adénocarcinome reste certes faible, mais une surveillance endoscopique s'impose. La prise en charge, encore, doit être adressée dans des centres experts. Les traitements endoscopiques, dans certains cas, étaient un traitement de première intention. Et la prise en charge de la dysplasie bas grade est de mieux en mieux codifiée, de même que la place de la radiofréquence. Après résection, l'objectif majeur est de limiter le risque de ces lésions. Et donc, tout ça pour dire que c'est une pathologie finalement fréquente, aux complications qui ne sont pas très importantes, mais dont la morbimortalité peut être lourde. Je vous remercie.